Bonjour. J'espère que vous avez bien dormi et donc vous allez me subir encore une deuxième fois. Cette fois, j'ai aucune excuse parce que c'est moi qui ai préparé le topo, donc si je suis mauvais, vous pourrez siffler à la fin. Je vais essayer. Je me suis rendu compte en fait, une des critiques qui est souvent faite au réseau, c'est entre autres par les bailleurs de fonds, c'est voilà. En quoi votre réseau se différencie des autres et à quoi il sert par rapport aux autres qui existent. Et nous, dans notre démarche de modélisation, en fait, on a associé, au cours du temps, sur une vingtaine d'années, un grand nombre de réseaux pour arriver à développer, disons, le plus proprement possible notre modèle de fonctionnement. Et c'est ça que je vais essayer de vous présenter, de vous illustrer par quelques exemples. Et donc, j'ai seulement mis comme auteur les modélisateurs, l'équipe de mon labo et aussi les étudiants, les doctorants, les postdocs, les chercheurs. J'ai pas mis toutes les collaborations scientifiques qu'on a eues au cours de ces 20 ans, parce que là, il m'aurait fallu plusieurs dias et j'en aurais sûrement oublié. Donc on m'a demandé d'être didactique. C'est pas forcément mon fort, mais comme je suis pas enseignant. Mais bon. Donc, quelques rappels. Donc, un modèle, c'est une représentation simplifiée de la réalité. C'est pas la réalité. C'est pour ça que ça marche pas toujours. C'est simplifié. Et quand on construit le modèle, on fait des choix de simplification. Et ça implique que le modèle, il peut prédire un certain nombre de choses, mais on ne peut pas l'étendre à prédire toutes sortes de choses. Ça dépend des simplifications qui ont été faites. Et si on le fait, si on l'étend de trop, on commet des grossières erreurs. Donc moi je ne crois pas au modèle universel qui fait tout, mais d'autres modélisateurs ont une autre opinion là-dessus. Et nous, dans notre démarche, ce qui nous est demandé, en tout cas moi au CNRS, pardon, c'est de comprendre, c'est pas de prédire. Donc après, la société est intéressée par utiliser nos outils pour prédire, et moi je suis très content quand on peut apporter ça. Mais à la base, ce qu'on construit, c'est un modèle de compréhension. C'est pour ça qu'hier, quand il y a eu des discussions sur les comparaisons de modèles, en fait, chaque modèle cherche à comprendre un certain nombre de choses, et puis après, on les utilise pour simuler, avec plus ou moins de succès et plus ou moins d'erreurs. Alors voilà, on est dans les cours de master, là, à peu près. Donc, le type de modèle que nous, on développe, c'est ce qu'on appelle des modèles basés sur les processus ou modèles de flux ou à compartiments. En fait, c'est assez simple. Les compartiments, c'est les biomasses, et les flux, c'est les processus. Et donc les biomasses ou les quantités, ça peut être de l'eau, du carbone, de l'azote ou ce qu'on veut. Et les processus, dans ces modèles, sont représentés par des équations avec une ou plusieurs variables d'entrée et un ou plusieurs paramètres. Donc c'est des modèles relativement complexes avec de nombreuses équations. Alors si on rentre dans le concret, et si on prend le carbone, on a un réservoir, donc un stock de carbone atmosphérique, qui peut rentrer dans la plante par photosynthèse, ça c'est le processus, et après dans la plante, ce carbone il est distribué entre différents organes, et ça c'est les différents stocks. Et puis il y a d'autres processus, comme la respiration, qui font ressortir le carbone du système, et aussi, bien sûr, ça peut migrer vers le sol et être stocké dans le sol, mais ça, je pense que vous aurez pas mal de topos là-dessus juste après. Donc, toujours pour essayer d'être clair dans la suite de l'exposé, donc les principaux flux de carbone, on a la photosynthèse, la respiration autotrophe, donc celle des plantes, et la respiration hétérotrophe, donc celle des microbes du sol. Donc la différence entre la photosynthèse et la somme des respirations, c'est ce qu'on appelle le flux net, et c'est ça qui est mesuré par exemple sur les tours à flux dans les dispositifs IQOS, qui s'appelaient autrement avant. Et pour l'eau, c'est pareil, enfin c'est pas pareil, mais on a des flux de transpiration donc ça c'est ce qui sort par les stomates, par les feuilles, et puis on a des flux d'évaporation du couvert et des flux d'évaporation du sol, et la somme de tout ça, ça fait l'évapotranspiration réel, et c'est ça qui est mesuré aussi sur les sites à flux. Donc il faut noter que la NPP, c'est la différence entre la photosynthèse et la respiration autotrophe, et ça c'est le carbone qui est disponible pour la croissance de la plante. Donc c'est là où ça se complique un peu, parce qu'on arrive dans la biologie, tant qu'on est plus dans la physique ou la physio, ça va.
Ça se complique dans le sens où avant on était proche des processus, et là dans les modèles, on sait moins bien comment ça marche. Et donc, d'abord c'est très espèce dépendant, la distribution de la productivité primaire nette entre les différents organes. Et donc dans un modèle comme Castanea, on a choisi de représenter un certain nombre de compartiments de carbone, donc les feuilles, les branches, le tronc, les fines racines et les grosses racines. Et on a aussi un compartiment de réserve qui est délocalisé en fait. Donc j'arrête là sur la description de Castanea. Ça pourrait prendre quelques heures si je rentrais dans les détails. J'espère que ça suffira pour la suite de l'exposé. Bon, celui-là il est un peu chargé. En gros, les réseaux d'observation, mais bon, vous connaissez mieux ça, donc c'est peut-être plus facile. Et donc, on a des réseaux d'expérimentation in situ et de recherche. Bon, j'ai cité ICOS, avant ça s'appelait autrement, hein, ça s'appelait Euroflux, Carbo Euroflux, j'en passe, c'est les meilleurs. Donc ça, c'est les réseaux qu'on appelle vulgairement avec les tours à flux. Bon, c'est un peu compliqué parce que le réseau forêt, il inclut une partie des sites à flux, etc. Donc c'est pas aussi schématique que ce que j'ai représenté là. Ce que je voulais faire passer comme message sur cette diapo, c'est qu'en termes de modélisation, en gros, quand les sites sont lourdement expérimentés, enfin de modélisation fonctionnelle, donc basée sur les processus, on peut utiliser ces sites à la fois pour tester le modèle, mais aussi pour le développer. Et disons, pour les réseaux moins instrumentés, avec une moins forte densité de mesure, parce que ces modèles sont très gourmands en paramètres, on peut tenter de les utiliser pour tester ou valider le modèle, mais pas tant que ça pour les développer. Donc si je reviens à Castanea, le modèle de flux qu'on développe, et donc pour essayer de vous situer un peu, là on est au niveau des sites de recherche, comme les sites ICOS. Et donc les différents flux, j'en ai déjà parlé, et le modèle pour ces flux, il a été développé et testé sur un certain nombre d'espèces qui sont citées, donc le hêtre, le chêne sessile, le chêne vert, l'épicéa, le pin maritime et le pin sylvestre, pas au même niveau de, on va dire, de précision. On a plus d'expérience sur le hêtre et le chêne sessile et le chêne vert. Et donc tout ça, ça a commencé dans les années 90, donc à peine après le démarrage du réseau René-Coffort. Ça fait quand même pas loin de 20 ans qu'on est sur le coup. Et là, je présente des résultats sur le site de S, qui nous a bien aidé à construire Castanea. Bon, je ne vais pas vous détailler, mais en gros, là, on a l'évapotranspiration, la transpiration et la réserve en eau du sol. Donc, on est dans la partie bilan hydrique. En point, dans tout l'exposé ou presque, c'est toujours des données, et en trait, c'est presque toujours les modèles. Donc, c'est juste pour vous illustrer sur une année comment ce type de modèle est capable ou non de reproduire les flux de transpiration, d'évapotranspiration et la réserve en eau du sol. Bon, ici, c'est les courbes XY, où on voit que ça ne marche pas trop mal. C'est assez facile avec des modèles de flux. C'est facile, c'est pas trop difficile de simuler, disons, des cycles annuels. L'interannuel, c'est une autre paire de manches. Et donc, si on regarde la même chose pour du flux net de carbone sur 3 années, toujours sur le site de S, on voit bon, que ça marche à peu près. Si on regarde dans le détail, on voit qu'à certains endroits, le modèle surestime pas mal la respiration, le flux net. Et puis une autre année, par exemple, il va sous-estimer pas mal. Et donc, quand on fait du bilan annuel, ces petites différences-là, c'est ça qui fait que les modèles ont du mal à représenter l'interannuel en général. Bon, c'est pas arrêté sur le hêtre, hein. On a continué avec les autres données disponibles. Donc ça, c'est les sites historiques de flux. Donc le pin maritime près de Bordeaux au Bray, toujours du flux net, toujours sur une année, et le chêne vert à Puy-et-Chabon. Alors, je change d'échelle, et je vais vous présenter quelques résultats sur le réseau de parcelles de Fontainebleau, qui fait partie du réseau forêt. Donc à l'époque, on avait, en fait, ce réseau de parcelles, il a été développé pour la télédétection. Donc aussi dans les années 90, donc ça fait un moment qu'on est dessus aussi, mais on l'a utilisé pour d'autres choses, et aujourd'hui, je ne vais pas du tout parler de télédétection.
Et donc, on a transposé notre modèle qu'on avait bien testé sur le site de S, où il reproduisait bien la croissance, assez bien, on va dire, même si je ne vous ai pas présenté. Et puis, on l'a transposé sur notre réseau de parcelles à Fontainebleau. Donc maintenant, on a changé, on n'est plus dans les flux, là, on vient de passer en croissance. On se rapproche de ce qui vous intéresse, en fait, petit à petit. Et donc, sur des parcelles de 50 ans, là, c'est des années, donc ça, c'est de la croissance sur une année, en interannuel. Bon, nous, on joue en grammes de carbone par mètre carré par an, je suis désolé, ce n'est pas des mètres cubes, voilà. Donc, pour avoir de la matière sèche, on multiplie par 2, et pour passer en volume, c'est 500 kg par mètre cube. À vous de faire vos règles de 3. Vous ne pouvez pas refaire tous les graphiques, là, ce n'était pas possible. Et donc, en interannuel, sur toutes les parcelles, on voit que la dynamique interannuelle, elle est relativement... Bon, les 3 courbes, il ne faut pas faire attention, c'est trois petites différences dans le modèle. Hein. Donc, on a un modèle, les traits, et les points, c'est les données. Et donc, sur les jeunes parcelles, en gros, on était relativement bien calé en valeur absolue de croissance. Par contre, sur des parcelles de 80 ans, ça ne marchait absolument pas, enfin absolument pas. On avait une assez bonne représentativité interannuelle avec une grosse décalage. Et du coup, voilà, donc on a changé de réseau et le modèle ne marche plus. Bon. Et je rappelle que la partie croissante dans Castanea, c'est largement empirique et que donc c'est difficile à transposer. Et donc là, on a un effet âge évident. Et donc on a travaillé, comme toujours, et toujours sur le même réseau. Ça, c'est les résultats sur l'ensemble de parcelles, chaînes et êtres. Ça, c'est les mêmes résultats que ce que je vous ai présenté avant, sur l'ensemble des parcelles, avec les décalages interannuels. Et une bonne... Là, c'est la moyenne de toutes les parcelles. Et les points, c'est des années, en fait, entre 93 et 99. Donc on voit le biais, on voit que ça ne marche pas. Et si on réfléchit un peu et qu'on prend en compte les effets âge, en partie, par exemple, sur la quantité de bois qui respire, qui varie pas mal avec l'âge, et donc dans le bilan de carbone, c'est important, la partie du bois qui respire. Donc le bois qui respire, c'est l'aubier, c'est celui qui est vivant. Le bois de cœur, lui, il ne respire pas. Et donc si on met ça dans le modèle, on améliore sensiblement nos prédictions. Et ce n'est pas de la calibration, c'est-à-dire on a vraiment changé les variables et les équations du modèle, et après on a de nouveau testé sur les parcelles. Alors je change encore une fois, je suis toujours sur, et je sors du réseau forêt et je passe au réseau Renécofor, avec un travail réalisé par Nicolas Delpierre, qui est ici pendant sa thèse, et donc de simulation en fait de jaunissement foliaire. Donc le jaunissement, c'est un peu compliqué à mesurer, plus difficile que le débourrement, et il y avait à l'époque, et c'est toujours vrai, très peu de modèles capables de représenter ça à peu près correctement. C'est plus pour les raisons, pour des raisons différentes de mesure et de modélisation, on connaît moins bien les processus. Et donc là, c'est juste pour vous illustrer, hein, c'est une illustration pour montrer qu'en moyenne, sur le réseau Renécofor, on arrive assez bien à représenter les dynamiques interannuelles, les variations interannuelles de jaunissement. Ça, c'est les moyennes sur toutes les parcelles de chênes et de hêtres. Si on regarde parcelle par parcelle, ce n'est pas aussi joli que ça, pour dire les choses honnêtement, mais c'est publié en 2009, vous pouvez aller vérifier par vous-même. Un autre travail beaucoup plus récent, non, plus récent, désolé Nicolas, qui a été réalisé par Johannes Guillemot pendant sa thèse. On a couplé en fait le modèle Castanea avec un modèle que je vais qualifier de forestier, d'Andro, développé par Jean-François Daute et publié par Le Moguedec et d'autres, avec le modèle Castanea. Et là, on a utilisé les données du Renécofor pour tester ce modèle couplé, et aussi en partie pour le développer. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, ça c'est la croissance en surface basale, la croissance en 1630 pour le chêne ici et pour le hêtre ici, avec les données simulées en ordonnées et les données mesurées en abscisse. C'est juste, voilà. Donc maintenant, pourquoi on fait ça? L'idée qu'on a, c'est d'étudier, parce que ça c'est une question de science et une question de société, les interactions entre la gestion et le climat sur la croissance, éventuellement le dépérissement des forêts. Et donc pour faire ça, avec un modèle comme Castanea, à la base, qui fait des flux et de la croissance, mais qui n'a pas de gestion, c'est juste pas possible.
Donc, juste une illustration toujours du travail de Johannes, où là, on a appliqué des éclaircies. Donc, bon, là, je présente l'éclaircie la plus forte, mais elle est quand même relativement modérée. Pour ceux qui connaissent un peu, donc ça nous amène à des RDI de 0,4. Et donc, on a été un peu surpris, les effets sont relativement faibles, en particulier sur les zones, bon, le chêne ici et le hêtre ici, donc ça c'est sur... J'ai marqué René Coffort là, mais c'est un peu compliqué. Ouais, bah, ok, passons. Donc, sur les zones où on a une forte croissance, on a un faible effet de l'éclaircie pour les deux espèces. Sur les zones où on a une faible croissance, on a aussi un faible effet de l'éclaircie, en rouge. Et sur les zones où on a une croissance intermédiaire, c'est là que l'effet de l'éclaircie est le plus fort. La raison pour ça, en tout cas notre interprétation, c'est que quand il y a une forte croissance, on n'est pas limité. Bon, en gros, c'est la sécheresse qu'il y a derrière hein, sur les forts et les faibles effets. Quand il y a une forte croissance, on est rarement limité, parce qu'on est sur des sols profonds, et donc on peut éclaircir, ça ne change rien, on n'améliore rien, en tout cas, sur la production. Quand on a une faible croissance, on est tout le temps limité par la sécheresse, et donc de toute façon, on peut éclaircir, ça ne change pas grand-chose. Par contre, entre les deux, là, il y a une gamme de... Voilà, c'est un exercice de style, et on ne prétend pas, je sais que vous aimez bien les cartes, hein, j'ai vu les réactions sur les cartes hier, on ne prétend pas que ça n'a aucune notion de vérité dans l'état actuel. C'est juste pour montrer que maintenant qu'on a ce modèle couplé, on continue à travailler dessus et on veut aller vers des prédictions plus fiables là-dessus. Voilà, comme vous aimez bien les cartes, j'en ai mis aussi, comme mes collègues, puis c'est les mêmes, mais je ne vais pas tenir le même discours. Donc en 2012, on a fait un gros travail d'intercomparaison de modèles, on en a déjà parlé hier, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Les spécificités de Castanea, là c'est la distribution actuelle du HET pour l'IFN. Les spécificités de Castanea, c'est que ça ne prédit pas de distribution, hein. Ça prédit de la croissance. Donc nous, ce qu'on a fait, on a regardé les différentes gammes de croissance et on s'est dit qu'en seuillant un certain niveau de croissance, et cette fois c'est du volume de bois, hein, en mètres cubes par hectare, et sur 150 ans, donc sur une révolution, on pouvait avoir une carte disons, de croissance seuillée qui ressemblait pas mal à la carte de distribution. Et on a cherché à utiliser ça ensuite dans un deuxième temps pour projeter avec du climat futur supposé. Et donc quand on fait ça, toujours comme hier, en comparant ce que fait un modèle de niche, ici j'ai pris biomode mais j'aurais pu en prendre un autre, on voit que du hêtre il n'en reste pas beaucoup. Et quand on fait la même chose avec Castanea, en conservant le CO2 actuel, c'est-à-dire 350 ppm dans l'atmosphère, on a une extension un peu plus forte, ça résiste un peu mieux. Bon, ça, c'est les petites différences entre modèles. En particulier, là où il pleut plus, ça résiste pas mal. Là où ça devient intéressant, enfin pour moi, c'est que quand on fait la même chose et qu'on passe de 350 ppm à 540 ppm dans l'atmosphère de CO2, là, la distribution du modèle Castanea pour le hêtre, elle change beaucoup. Et ça, c'est un des effets, le CO2, qui n'est pas pris en compte par les modèles de niche, parce que comme il n'y a pas de gradient de CO2 actuellement sur les zones climatiques, on ne peut pas le prendre en compte. Je ne prétends pas que ce que sort Castanea, c'est meilleur que ça, j'en sais rien. Par contre, ce que je veux faire passer comme message, c'est qu'avec un modèle comme Castanea, quand il est un peu validé, on peut éteindre ou allumer des effets. On peut allumer l'effet CO2 ou l'éteindre, on peut éteindre ou allumer un effet sécheresse, on peut éteindre ou allumer un effet température, on peut étudier les interactions entre ces variables. Et ça, il n'y a pas tant de modèles que ça en dehors des vrais modèles de process qui peuvent faire ça. Donc je ne veux pas parler de comparaison, il y a eu plein de choses écrites et dites là-dessus, donc ce n'est pas le but ici. Donc voilà, on passe au dernier étage de la fusée avec les données IFN. Et donc là, ce que je vous présente, c'est la croissance simulée par Castanea, croissance en bois aérien, pour le hêtre, le chêne et l'épicéa, et chaque point, c'est une sylvo-écorégion. Donc c'est toutes les parcelles d'une sylvo-écorégion. Et ce qu'on voit là, c'est que c'est pas très sympa. On est au mieux biaisé, au pire, on ne reproduit absolument pas les différences de croissance pour le chêne avec Castanea sur l'IFN. Donc on a cherché à comprendre pourquoi, et on cherche parce que ça c'est actuel, donc on est dans la recherche là, en cours. Alors celle-là, elle est un peu complexe, mais bon, voilà. Et donc on a cherché un tas d'explications possibles, et pour l'instant,
ce qu'on voit, c'est que Castanéa, il reproduit très bien la croissance moyenne, en fait, à l'échelle de la France, elle est très bien reproduite. Hein. Donc ça, c'est le côté sympa, mais évidemment, comme c'est faux en dessous, si on veut projeter ou tester, ça ne marche pas. Et donc, là, ce que j'ai mis, c'est les classes de RDI. Donc les RDI, c'est des densités. Donc pour une gestion normale, on va dire que la RDI, donc ça va de 0,2 pour le plus bas à 1,2 pour le plus haut. Et pour une gestion normale, on est autour de 0,6, 0,8, et il n'y a pas de différence là, entre les pointillés et le trait. Ça veut dire que pour une gestion normale, Castanéa, il reproduit pas mal la croissance. Et c'est normal, parce que c'est là-dessus qu'il a été développé. Et donc on est dans le même cas que quand on est passé de S à Fontainebleau avec l'âge, sauf que là, ce qu'on a, c'est des effets densité, donc des effets gestion, qu'on est incapable de prendre en compte actuellement. Donc là, on bosse là-dessus. Notre piste pour l'instant, c'est que ça serait, encore une fois, toujours la même chose qui nous embête, mais pas à cause de l'âge, mais cette fois à cause de la gestion, que la quantité de biomasse de bois vivant, donc l'aubier, pourrait changer pas mal, et que le modèle ne reproduit pas ça parce qu'il suppose que la quantité de bois vivant est proportionnelle, en gros, à la quantité de bois total avec un effet âge. Et donc, quand on coupe plus, peut-être que la proportion d'aubier change, peut-être que ça respire beaucoup plus, et comme le modèle ne le prend pas en compte, on n'a pas cet abaissement de croissance dans le modèle. Mais ça, c'est juste une hypothèse parce que c'est compliqué à tester. Donc voilà, c'était le plus dur comme courbe. Finalement, je vous ai présenté un truc un peu linéaire. En fait, ce n'est pas linéaire du tout, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est passé sur l'IFN, les nouvelles versions du modèle, on les reteste sur S, on les reteste sur Fontainebleau, on les reteste sur le René-Coffort, parce qu'évidemment, quand on change quelque chose dans le modèle, on peut améliorer sur les données IFN et complètement dégrader les prédictions sur le passé. Donc en fait, on est en boucle itérative, et donc l'ensemble des réseaux sert tout le temps. De manière plus ou moins forte, ça dépend des questions qu'on se pose. Donc les perspectives, en gros, on va continuer. Je vous ai montré où on en est, là, donc il reste quand même pas mal de questions non résolues. Peut-être ce que je devrais dire, c'est qu'il n'y a pas de modèle de process qui savent faire ce qu'on essaye de faire là. Donc en Europe ou en France, ça n'existe pas. Donc si on arrive à le faire, c'est une avancée, parce qu'après, on pourra utiliser ce type de modèle pour répondre aux questions qu'on pose, quoi. Et donc, actuellement, François l'a dit, mais on le fait aussi en modélisation, de travailler sur la fructification sur le réseau René-Coffort. Et puis, croissance-production IFN, c'est juste la suite de ce que je vous ai montré avant. On aimerait bien utiliser les données aussi de la J-scope, puisque là, il y a des gros effets de densité, et c'est une des seules expériences, manip avec des densités faibles. Bon, c'est un peu jeune en âge, mais bon, c'est sûr que je ne verrai peut-être pas ça, mais sans doute ça sera utilisé un jour pour améliorer ce qu'on fait. Et puis on a quelques projets pour travailler sur les autres réseaux. Donc le réseau FluxNet, par exemple, sur le Douglas, il n'y a pas de site en Europe. Donc si on veut adapter Castanéa au Douglas pour les flux, voilà, il faut aller aux États-Unis. Alors on a vu tout à l'heure que les transpositions de modèles, ça ne marche pas forcément bien entre les États-Unis et la France, mais sur les flux, en général, on n'a pas de mauvaise surprise parce qu'on est proche des process. Bon, et puis on envisage aussi d'élargir la gamme en travaillant sur l'ICP. On serait intéressé pour travailler sur des tests d'indice foliaire, qui est un des paramètres importants du modèle, avec les données DSF sur le dépérissement, par exemple. Et puis, bien sûr, les données satellitaires. Et contrairement au message que j'ai eu en retour hier, je n'ai pas voulu faire passer le message que les données satellitaires, ça ne servait à rien. J'ai juste dit qu'il fallait faire attention à la manière de les utiliser. Voilà. Donc je veux remercier, en plus des auteurs du topo et des modélisateurs, que j'ai associé tous les scientifiques, parce que là, on parle de recherche sur 20 ans, donc il y a plein de collaborations, plein de publis là-dessus que je ne peux pas citer. Et aussi, bien sûr, tous ceux qui prennent de données. Nous, on en prend aussi à notre petite échelle sur notre site à flux, et donc on sait ce que c'est, que les mesures, et on sait que c'est contraignant en temps et que c'est souvent moins bien valorisé que des jolies cartes de modélisation dans des gros papiers. Voilà, je vous remercie.